Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 3 novembre 2022 et Ousmane Sonko a été entendu sur le fond pour la première fois dans le dossier. L'opposant à Adji Sarr, le maire de Ziguinchor, a répondu aux questions du doyen des juges durant 3 tours d'horloge à la sortie d'audience. Ses avocats se disent confiants pour la suite. L'audition du capitaine Touré ne devrait pas tarder selon les groupes noirs. Et au moment où Ousmane Sonko faisait face au doyen des juges, des membres de sa garde rapprochée ont été arrêtés au tribunal de Dakar et conduits à la brigade de recherche de Mbour. Une arrestation suite à leur implication dans des affrontements lors de l'étape Tchiki du Némékou Tour d'Ousmane Sonko. Le procureur de Mbour a réagi dans cette édition. Et les Sénégalais qui ne savaient pas quelle tournure les choses allaient prendre aujourd'hui ont préféré ne pas sortir de chez eux, pas d'école pour les enfants et presque pas de déplacement au bureau. Une situation qui n'a pas fait l'affaire des conducteurs de taxi. Ils se sont exprimés dans ce journal. J-3 avant la grande messe écologique, la conférence des Nations Unies sur le climat. La COP27 aura lieu en Égypte du 6 au 18 novembre, une première en terre africaine. Coup de projecteur ce soir sur une jeune activiste du climat qui participe à l'événement. Ce sera dans e-Éclair. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. L'audition du leader du PASTEF s'est bien déroulée dans l'ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ont fait savoir ses avocats. Les robes noires ont salué l'attitude du doyen des juges durant l'audition. Ils en sortent confiants et espèrent un non-lieu pour leurs clients. Des auditions qui vont se poursuivre avec notamment celle du capitaine Touré dans les prochains jours. Retour sur cette journée d'audition d'Ousmane Sonko avec nos équipes Migui Maramdiaye et Sidignan. Moins de 3 heures, durée de l'audition d'Ousmane Sonko accompagné de ses avocats. Une audition qui s'est bien déroulée selon le leader du parti PASTEF, ce que confirme l'un de ses avocats. Ousmane Sonko a très bien répondu, mais il a surtout démontré le complot avec des preuves à l'appui. Donc le doyen a été très correct, le procureur a été très correct, l'audience a été très cordiale. On a entendu Ousmane Sonko, c'est de grandes personnes intelligentes qui ont eu à échanger. Et ça s'est très bien déroulé pour Ousmane Sonko qui part de ce fait chez lui, qui rentre chez lui. Un important dispositif a été mis en place dès les premières heures de la matinée pour parer à toute éventualité. Mais aucun incident n'a été signalé et les avocats se disent confiants. Jusqu'à présent, non. Aujourd'hui, on est plus que confiants. On sait que ce dossier ne peut aboutir à rien. Ça, on le sait. On sait que ce dossier, même si on le renvoie en procès, ce serait le procès de la honte. Parce qu'on va révéler des choses qui sont dans le procès verbal. Aujourd'hui, si on les révèle des choses très nues, je ne crois même pas que ce soit dans l'intérêt de Adji Sarr. Non-lieu au procès. En attendant, les auditions vont se poursuivre. Toutes les personnes citées sont attendues, selon ce conseil d'Ousmane Sonko. L'instruction, certainement, c'est le capitaine Touré qui va suivre après. On va entendre toutes les personnes. Et Ousmane Sonko également a demandé que tous ceux qui ont touché au complot soient entendus également. Il a exigé, il a donné des noms et le doyen a décidé donc de poursuivre l'instruction. Le leader du parti PASTEF, qui a suivi l'itinéraire tracé par les forces de défense et de sécurité, ne s'est pas adressé à la presse mobilisée devant le tribunal. Une audition sans conséquence immédiate. Et au moment où Ousmane Sonko était entendu, des membres de sa garde rapprochée ont été interpellés. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Mbour a réagi après la mise aux arrêts de ses proches du leader du PASTEF. Il affirme avoir reçu 3 plaintes pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 21 et de 45 jours. Le voici au micro de Muntaga Kane. Dans l'après-midi du 30 octobre 2022, vers 18h, des incidents sont survenus au village de Tchiki, situé dans la commune de Dias, dans le département de Mbour. Ces incidents ont opposé certains éléments qui assurent la sécurité de M. Ousmane Sonko, président du parti politique PASTEF Les Patriotes, à des personnes présentes aux environs de l'endroit
où ils étaient positionnés à l'intérieur du village au moment du passage de leur convoi. Malheureusement, ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. 3 des victimes se sont présentées déjà à l'unité d'enquête avec un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 21 jours pour les 2 et un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 45 jours pour la 3e. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont présentées pour déposer plainte pour destruction de biens leur appartenant. Au regard de l'extrême gravité de tels faits à nous dénoncer, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l'arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens appartenant à autres. Et en ce jour d'audition du leader du PASTEF, beaucoup de Sénégalais ont préféré ne pas sortir de leur maison. Ils craignaient des manifestations de violence, une situation qui n'a pas fait l'affaire des chauffeurs, une circulation fluide certes, mais pas de clients à transporter. C'est ce qu'ils ont dit dans ce reportage de Mame Seynabou Babou et Seydina Mbaye. Une circulation très fluide, des rues désertes, il n'y a que le bruit du vent que l'on entend dans les quartiers. Le décor de la capitale en cette journée d'audition du leader du PASTEF qui attire toutes les attentions. Ce chauffeur de taxi, à bord de sa voiture, roule son client. Lamine explique que les gens sont restés chez eux à cause de la convocation. La route est quasi vide aujourd'hui. Les gens ont peur de sortir à cause de la convocation de Sonko devant le juge. Nous n'avons pas beaucoup de clients aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Un autre chauffeur abonde dans le même sens. Depuis ce matin, il circule sans client. Selon Ibrahima, ils craignent pour leur sécurité. Aujourd'hui, les clients se comptent du bout des doigts. Depuis ce matin, on ne fait que tourner. D'ailleurs, il n'y a même pas d'embouteillage. La mobilisation des forces de sécurité y a également joué un rôle aux yeux de Ibrahima. Les gens ont peur que les événements de mars 2021 se reproduisent. C'est pourquoi ils ont opté de rester chez eux. À cela s'ajoute la mobilisation des forces de l'ordre. Ça ne rassure guère. L'audition de Ousmane Sonko a fait ralentir le business des chauffeurs de taxi. Les gens ne sont pas sortis ce matin, donc pas l'ombre de clients, les routes également libres. Un reportage de Mame Seynabou Babou et Barasso qui clôt le chapitre consacré à l'audition d'Ousmane Sonko. Et puis Goroté sous surveillance policière après la mort d'un jeune lors d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs de la localité. Ce type de conflit devenu récurrent ne laisse pas indifférent le président des éleveurs du Sénégal. Il est allé rendre visite aux familles de la victime et du présumé coupable. Les détails dans cette correspondance de Goran Laclo et Tiernovaï. Après le décès accidentel d'un des fidèles Baïfal à Goreté 2, le président de l'Association nationale des éleveurs du Sénégal a effectué une visite auprès de la famille du présumé meurtrier. Une rencontre bénie par le calife de Digane qui prêche pour la paix dans ce village situé dans la commune de Ngaïa. neena itam njoboot ak fa daje ndax njobootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak njobootu Cheikh na Cheikh Saad bu Digane. Le Sénégal est indivisible car la famille de Cheikh Ibrahima Fall et celle de Cheikh Sadibou sont unies à jamais, raison pour laquelle je profite de l'occasion pour saluer la démarche du calife général de Mouride Serigne Mohamedou Mountakha Mbacké qui a toujours œuvré pour la paix. Je loue également l'engagement des forces de l'ordre qui n'ont ménagé aucun effort pour rétablir l'ordre dans ce village. Ibnu Cheikh Mahamadul Bachir nee na ndax nit la koo xam ne lu baax rek la bëgg nee na bëggul seytaane nee na bëggul ku yore seytaane. La paix, c'est ce que réclame le président de l'Association nationale des éleveurs, Ismaël Sow, invite ses pairs et les agriculteurs à œuvrer ensemble pour un développement durable. Je pense que les problèmes ne peuvent pas développer notre pays. Nous avons des boulots très importants qui nous attendent
Donc les populations allaient ensemble, travaillaient ensemble, mais aussi s'il y a des problèmes, ils informaient les religieux ou les autorités. Parce que même ce matin, on a vu le gouverneur de la région de Diourbel, mais il nous informait que demain, il va organiser CRD pour réfléchir la situation entre les éleveurs et les agriculteurs. Voilà. J'espère que, Inch'Allah, ce qui vient de le problème qui passait, en tout cas, moi, je pense que c'est derrière nous. À Goreté 2, la gendarmerie veille toujours au grain malgré les messages de paix délivrés par les califes généraux. On connaît maintenant les lauréats de la 9e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, une bourse de France Média Monde attribuée à de jeunes journalistes et techniciens africains en mémoire des journalistes de RFI. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés au Mali. Elle a été attribuée cette année à Esther Sempa, journaliste camerounaise, et au technicien malgache Enisha Tiana Miranto. Ils vont bénéficier d'une formation de 4 semaines à Paris. Des détails avec Khadija Nadjouf. Donc, le jeune journaliste de Garoua, au Cameroun, elle s'appelle Esther Sempa. Sur un groupe de 20 jeunes, dont 10 journalistes et 10 techniciens venant de 12 pays, 2 ont été choisis. Pour cette 9e édition, il s'agit de Esther Sempa Blacksemdi, journaliste à CRD TV Nord, et Enensoa Tiana Miranto Rakotomolola de Madagascar. Une grande fierté pour cette lauréate camerounaise. Alors je suis très émue, je n'ai pas les mots exacts pour exprimer ce que je ressens à l'instant. Mais déjà, je suis très heureuse et puis je voudrais dire merci à France Média Monde, merci à RFI, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, merci à la station régionale de la CRTV pour le Nord. 2 grands reporters qui ont marqué l'histoire en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que le malgache lauréat technicien se prononce. Nous avons vu que vous avez reçu ça avec beaucoup d'émotion quand même. J'imagine que ça n'a pas été un travail très facile. Oui, c'est pas facile. Après la tragédie du 2 novembre 2013, cet événement est aujourd'hui une manière de transformer cette douleur. En 2013, après l'assassinat de Ghislaine et de Claude, de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, dans le nord du Mali, à Kidal, le 2 novembre 2013, nous avons cherché le moyen, non pas d'effacer cette douleur qui est toujours présente aujourd'hui, 9 ans après, mais de transformer cette douleur, et on a l'habitude de le dire, en quelque chose de fécond. 9 années, jour pour jour, après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal, dans le nord du Mali, cette bourse est initiée afin de rendre hommage à ces 2 soldats de l'information. Et pour prévenir les accidents industriels, des acteurs du secteur se sont retrouvés pour échanger sur la gestion des risques industriels. Objectif, trouver des voies et moyens pour prévenir les accidents industriels au Sénégal lors de l'exploitation du pétrole et du gaz. Voyons les détails avec Amadou Bari et Seydina Mbaye. Dans l'histoire récente ou contemporaine du pays, les accidents industriels sont légion. Outre l'accident à la Sonacos qui avait fait une centaine de morts il y a juste 30 ans, ces derniers mois, l'on a dénombré plusieurs accidents liés à l'industrie ayant causé des pertes en vies humaines. Énumérant la liste des accidents industriels qui ont endeuillé le pays, le ministre du Développement industriel a invité les acteurs à mieux prévenir les risques et dangers liés à l'industrie. Les risques industriels sont nombreux, même si le Sénégal est jusqu'ici épargné dans une certaine mesure par des accidents, incidents ou catastrophes qui ont durement éprouvé d'autres pays. C'est pourquoi nous devons travailler à parer à toute éventualité et mieux protéger notre tissu industriel contre les fléaux, la cyberattaque et les attaques physiques contre les installations industrielles qui ont notamment un caractère vital pour le pays. Organisateur de la rencontre, le président de l'Union des prestataires des industriels et des commerçants du Sénégal a expliqué toute l'importance d'échanger sur la gestion des risques dans un contexte où, dit-il,
les entreprises sont fragilisées par plusieurs chocs exogènes. Il est extrêmement important de se rappeler des faits. On a parlé de la Sonacos, on a parlé de l'explosion qu'il y a eu à Richard Toll et il faut sensibiliser. Et cette rencontre, en fait, l'objectif, c'est de sensibiliser, mais surtout d'adopter des pratiques, des bonnes pratiques qui peuvent prévenir des accidents. Et je crois que cette sensibilisation et ces informations permettront à nos entreprises, au personnel d'être vigilants pour éviter des catastrophes. Avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, il faut prévoir une gestion plus coordonnée des risques industriels. Les acteurs du secteur entendent tout mettre en œuvre pour parer à toute éventualité. Le secteur du pétrole et du gaz, ce sont des secteurs extrêmement sensibles. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs instituts de formation, de sensibilisation, et je suis certain, aujourd'hui le Sénégal adhère au processus ITE des entreprises extractives. Donc nous sommes obligés de se conformer aux directives de sécurité, d'information, de sensibilisation. Afin de minimiser les risques d'accidents liés à l'industrie, il faut une véritable politique régissant le secteur, préconisent ces acteurs. Plus de 600 000 enfants enregistrés à l'état civil et 90 salles de classe construites dans des cases des tout-petits et des daras. Voilà les réalisations du projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Des chiffres sortis de l'atelier d'élaboration du plan de travail et du budget 2023 de l'organisation. Muntaga Khan nous en dit plus. Le projet Investir dans les premières années de vie pour le développement de la petite enfance dans les zones mal desservies du Sénégal, telles que Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, Fatick et Kaolack, a beaucoup fait dans la nutrition et la stimulation précoce des enfants et dans le sens d'inscrire les enfants qui n'en avaient pas la chance au registre des naissances. Et on a un objectif de départ pour chaque composante au niveau de la nutrition et de la stimulation précoce, au niveau de l'apprentissage précoce et de l'enregistrement des naissances. Pour ce qui est des activités liées à la nutrition et aux stimulations précoces, nous avons une cible de 903 000 enfants, cible que nous avons déjà atteinte. Pour ce qui est de l'apprentissage précoce, faire en sorte que les enfants qui sont âgés de 3 à 5 ans accèdent au préscolaire, la cible c'est 206 000. Actuellement, nous sommes à plus de 107 000. Et enfin, pour l'enregistrement des naissances, faire en sorte que chaque enfant dispose d'un état civil. L'objectif c'est 607 000 enfants et c'est un objectif que nous avons presque atteint à 1 an et demi de la fin du projet. Le projet a construit près de 66 classes, des cases, des tout-petits et 90 autres du préscolaire, entre autres. Au niveau des constructions, nous avons déjà démarré et bientôt nous allons, Inch'Allah, livrer la construction de 33 cases du tout-petit, de 90 classes préparatoires à l'élémentaire et 14 daara préscolaires. Et les perspectives, c'est justement d'engager la deuxième phase de ces constructions, construire encore 33 autres cases du tout-petit, compléter les classes préparatoires à l'élémentaire et finaliser les daara préscolaires aussi. Les perspectives, c'est aussi tout ce qui est activité d'éducation parentale que nous n'avons pas pu dérouler à cause du Covid. En collaboration avec l'ANSD, les responsables du projet ont annoncé leur résolution de mener de grandes enquêtes permettant de connaître la situation globale des enfants au Sénégal. Et en une année, la Fédération des Calebasses de l'émergence pour l'entrepreneuriat, en partenariat plutôt avec la DER, a dégagé plus de 680 millions de francs CFA en financement destiné aux femmes de la région de Dakar. Et selon la présidente de cette fédération, l'enrôlement à la CMU, la couverture maladie universelle est la prochaine étape. Suivant ces explications au micro de Babacar Seck. Notre fédération, depuis 1 an, nous avons pu vraiment enrôler 3 446 membres. Nous avons pu octroyer aussi 4 369 crédits avec une enveloppe financière de 917 937 500 francs. Le nombre de crédits remboursés égal à 633 29 620. Le nombre de crédits en cours est de 330 875 000. Évidemment, le point de Dakar qui concerne aujourd'hui détient le palme de la parme si élogieux parce que nous avons enrôlé 2886 membres à Dakar pour une enveloppe financière de 682 475 000.
Il y a un problème avec le recouvrement parce qu'il y a des fois des intoxications morales. Il y a des femmes qui refusent de payer ou des jeunes qui disent que c'est l'argent de l'État. Et l'argent de l'État, c'est un denier public qui doit être retourné à l'État. Le fait de les aider à s'autonomiser nous revient de les éduquer, de vraiment gérer leur attitude et surtout réformer leurs habitudes pour qu'ils sentent qu'ils doivent payer pour atteindre le taux de l'autonomisation. Parce que le financement, c'est un taux très souple, mais c'est entre 50 000 jusqu'à 500 000. Il y a des paliers. J-3 avant la conférence des Nations Unies sur le climat et pour la première fois, la grande messe écologique sera organisée en terre africaine. Ce sera en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Et dans e-éclair, coup de projecteur ce soir sur une jeune activiste du climat qui participe à l'événement. Maguette Ba, elle s'appelle et elle espère que cette COP sera celle des femmes et de l'action. Papa Ibrahima Ndiaye. Le chemin qui mène à la COP africaine commence pour elle par la verdure en terre sénégalaise. Et souvent, lorsqu'elle presse le pas, comme elle le fait ce matin, au bout de l'effort, il y a toujours cette senteur particulière. Maguette Ba est certes jeune, mais déjà experte en matière de plantes et énergie renouvelable. En dehors de fréquenter la nature au quotidien, l'activiste pour le climat, également étudiante, passe une bonne partie de la journée à apprendre les énergies renouvelables. Là, c'est différent, tu vois. Son engagement pour la nature a débuté dès le bas âge. Donc ma maison se trouvait dans un jardin. Les soirs, j'accompagnais mes parents à cultiver la terre, je peux dire en quelque sorte. C'était pas notre métier. À Kermassar. Donc pendant les vacances, on cultivait les bissapes, les tomates, tout ce qui peut accompagner à la vie quotidienne de la famille. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'amour de la protection de la nature, je dirais. Et c'est comme ça quand j'ai appris la notion des changements climatiques, comment ça a impacté notre vie. À l'heure actuelle, Maguette Ba s'occupe de ses études, de l'environnement, tout en préparant sa valise. Elle se rendra dans quelques jours en Égypte à Sharm el-Cheikh pour assister à la 27e conférence des Nations Unies sur le climat au nom de Plan International, des jeunes volontaires pour l'environnement et surtout des filles. Maguette dira ceci. Parce que vous savez, en temps de guerre ou en temps de crise, elles seront toujours les premières victimes. Donc aujourd'hui, elles doivent être devant, elles doivent participer aux prises de décision pour une meilleure gestion des crises climatiques. Elles peuvent apporter aujourd'hui des solutions durables. L'autre message, plus global, est un appel à l'action. Que cette COP soit une COP de mise en œuvre. Et c'est ce que nous rappelons all time, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe aujourd'hui à l'action. Moi, je répète tout le temps que l'heure n'est plus au bavardage. Il faut qu'on passe à l'action. Donc, ça se passe en terre africaine. Donc, nous, en tant qu'Africains, on doit hausser le ton et exiger carrément que nous passons à l'action. Il est temps. En attendant de prendre part à la COP27, Maguette s'offre ce moment d'intimité et de méditation dans la nature. Mais au final, le réveil est toujours brutal, rattrapé par toutes les formes de pollution qui étouffent Dakar, la capitale sénégalaise. Un rappel écologique qui renforce davantage son désir de participer à la COP en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Ça sera plus haut, ça sera plus fort, mais je sais que je vais tenir quand même.
C'est ça, Maguette, toujours plus haut et toujours plus fort. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci à Papa Ibrahima Dia également. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. On se retrouve la semaine prochaine, demain à 19h45. Retrouvez Awa Diop. Bonne suite des programmes.